Limite, je stresse quand j'appuie pour publier la vidéo parce qu'on s'expose, on expose notre travail. Faut aller plus loin pour progresser. J'aimerais à terme atteindre les 100 000. Hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir Wassim Sama, plus connu sous le nom de Wawa Sensei sur YouTube. Pourquoi j'ai voulu l'avoir dans l'émission? Car je kiffe sa chaîne YouTube. Il propose des tutos de qualité pour apprendre à coder. Mais en creusant un peu, je me suis aperçu que Wassim cumulait les activités professionnelles. Il est freelance, employé d'une start-up, entrepreneur, conférencier. Et je me suis posé la question, mais comment fait-il pour avoir autant d'activités professionnelles? Et c'est la question qu'on a creusée ensemble. Et je me suis reconnu en Wassim pour la simple raison que c'est que je n'ai jamais réussi à avoir un seul emploi à la fois. J'en ai toujours eu 2 ou 3. J'espère que cet épisode vous inspirera et donneront des idées à certains de se lancer dans plusieurs activités professionnelles. Et avant de vous laisser, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne ou au podcast. Je suis Wassim Samad, je suis développeur full stack. Le développement, ça prend une grande partie de ma vie parce que c'est à la fois mon job, c'est à la fois un loisir parce que je code quasiment tous les jours. J'en ai fait une chaîne YouTube, donc c'est vraiment que c'est une passion que j'ai. C'est pas ma seule passion, il y a d'autres choses que j'aime, notamment composer de la musique, faire du sport, sortir, voyager. J'aime plein de choses, je m'intéresse à plein de choses. Mais ma passion principale, c'est le développement. Ok, tu fais ça depuis longtemps ou pas? Le développement, j'ai attaqué au lycée. J'ai commencé à coder en Flash et je faisais des jeux comme ça à la débrouille. J'avais un ami qui m'expliquait un petit peu les bases de la programmation. Et ça m'a permis de faire des jeux assez sympas en Flash, avec un ami qui faisait les dessins et moi qui codais la logique de programmation derrière. Et comment t'en es venu à programmer? T'es tombé sur un tuto, tu t'es dit je vais essayer, je vais voir, ou t'as un ami qui t'a montré comment faire? C'est vraiment mon ami qui m'a montré comment faire. À l'époque, je ne trouvais pas spécialement de tuto. Et à force d'essayer de comprendre les boucles pour bouger tel bonhomme à tel endroit, j'arrivais à comprendre à peu près comment ça marche. Après, quand je suis allé en école d'informatique, j'étais à Epitech, j'avais l'impression de rien savoir et de reprendre un peu à zéro. Mes bases ont un peu aidé, mais j'avais pas un niveau de dingue en autodidacte avant de rentrer en école d'informatique. Ouais, ça je pense que c'est un peu le biais de tous les autodidactes en général. Tu comprends assez vite, mais l'avantage de faire des études ou des formations, c'est qu'ensuite ça structure un petit peu. Moi j'ai à peu près le même parcours. Alors moi j'ai commencé plus jeune à programmer, à 12 ans. Oui, je savais faire une boucle, je savais faire un if, mais est-ce que je comprenais comment ça marchait réellement? Non. C'est en école d'ingé où on m'a expliqué à quoi ça servait, comment l'utiliser. Donc ça a été le premier pas que tu as eu dans l'informatique et c'est ça qui t'a donné envie de faire des études supérieures en informatique? Ouais, clairement, ça me plaisait bien. Au début, je pensais m'orienter dans le jeu vidéo et pendant les études, je me suis orienté développement de sites web, applications mobiles, par ça me branchait plus. Et le jeu vidéo, ça nécessite la plupart du temps d'avoir une équipe ou alors d'avoir des designers. Tu peux pas tout faire tout seul et je trouvais ça un peu frustrant. Alors t'as quand même la scène 1D, alors, qui était peut-être moins développée quand t'as fait tes études, c'est peut-être ça aussi. Ouais, je pense que si Unity était plus développé à l'époque, j'aurais plus plongé dedans, vu que c'est des choses que j'ai faites moi ces dernières années. Je fais un peu de VR avec Unity, ça me plaît en passe-temps. En faire mon métier, j'aurais peur que ça me dégoûte aussi du jeu vidéo. Donc ça n'a pas été mon premier choix une fois que j'ai découvert les possibilités qui s'offraient à moi. Donc et pendant tes études, t'as fait quoi comme études? J'ai fait Epitech, donc c'est essentiellement du C, C++, coder plein de projets très bas niveau au début, puis au fur et à mesure des années, c'est des projets plus concrets avec un pseudo Skype, un jeu Bomberman. Ça va, c'est déjà pas mal. Coder un Skype en études, c'est Ouais, relativement compliqué quoi. clairement, ouais. C'est en troisième année, c'est pas dès le début, mais c'est les projets deviennent de plus en plus concrets. Et les années 4 à 5 sont plus
orienté business et professionnalisation, c'est plus là où on apprend à coder. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai fait un cycle ingé avec une classe prépa et c'est L'inverse. plus tu fais des mathématiques et c'est les 3 dernières années où tu codes, où tu apprends à coder. Ah ouais. Mais je pense que toi, en ayant fait ce type de cursus, à la fin, tu finis avec un bien meilleur niveau que des ingénieurs en école parce que tu codes plus longtemps au final. C'est ça, ouais, on code beaucoup, donc on devient hyper à l'aise à changer de langage et à apprendre rapidement comment faire un projet. D'accord. Et là, maintenant, tu fais quoi comme type de langage? T'es plus orienté web? Ouais, web et applications mobiles toujours. Là, sur mon nouveau job, la stack principale, c'est du React TypeScript et React Native TypeScript. Et en back-end, c'est du Nest.js avec D'accord. GraphQL. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose de très tendance sur la C'est stack ça. technique. Donc, Ouais. t'as eu ton diplôme et maintenant qu'on est à parler de ton parcours professionnel, comment ça a été? Parce que, en gros, j'ai regardé un peu ton LinkedIn avant de cette émission et je me suis dit, mais. Alors, moi qui pensais que j'avais un CV compliqué, j'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce que t'avais fait. C'est clair que c'est compliqué à expliquer facilement. En troisième année, je me suis lancé en auto-entrepreneur, donc j'avais déjà quelques clients pendant mes 3 dernières années d'études, donc 3, 4, 5. Et en cinquième année, j'ai un part-time où je bossais dans une boîte en plus de ça, donc j'avais un petit peu d'expérience professionnelle en pseudo-salarié. Mais à part ça, dès que j'ai fini mes études, je suis reparti full freelance, full indépendant. Et j'ai fait ça jusqu'à maintenant, puisque je viens de signer un CDI. Et si on reprend mon parcours depuis que j'ai fini mes études, j'ai lancé une startup qui s'appelle AppDrag. Donc ça, de 2015 à maintenant, elle est toujours live et je travaille quelques heures par-ci par-là dessus. C'est une plateforme SaaS qui permet de créer son site web en low code, no code, et de créer un site web et créer aussi la partie back-end. Donc on peut coder des fonctions API, avoir une interface pour gérer sa base de données. C'est un succès assez mitigé parce que ça ne nous a pas permis d'exploser, mais en même temps ça nous a permis de nous financer et que le projet est toujours utilisé par certaines boîtes. En parallèle de ça, et je comprends pourquoi tu as dit que c'était difficile mon parcours sur LinkedIn, c'est que j'ai ma boîte perso qui s'appelle Apalga et qui est une agence de développement web et mobile. Et donc ça, c'est à la fois ma structure pour encaisser ce que je fais à la fois en freelance et les factures qu'on fait d'AppDrag jusqu'à moi. Mais depuis 3 4 ans, j'ai mon frère qui m'a rejoint et lui, il fait des sites euh, pour des clients et il utilise l'entité Apalga. Donc, c'est pas moi qui travaille en grande partie dessus, c'est mon frère qui fait des sites et qui utilise la plateforme AppDrag pour réaliser les sites. Lui, il n'est pas codeur, il n'est pas technique. Et avec la plateforme que j'ai faite, ça lui a permis de créer son job et de faire ses sites pour les clients qui sont plutôt bien satisfaits. Il y en a de plus en plus de sites chaque année. C'est vachement intéressant parce que tu construis quelque chose et tout s'imbrique parfaitement. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est plus compliqué à comprendre parce qu'en plus, les plateformes type LinkedIn, elles sont vraiment faites pour les gens qui ont un parcours très linéaire et qui font Ouais, qu'une seule linéaire, chose. Moi, j'ai le même c'est souci. ça. C'est très compliqué de voir parce que tu peux pas avoir plusieurs boulots à la fois. C'est un peu compliqué. Alors, ce que je suis un peu curieux, c'est que tu Mhm. as démarré plein de projets et ces projets-là, plutôt que de les tuer, on va dire, au fur et à mesure, tu as continué à les conserver, mais ça te fait pas une charge de travail démentielle? C'est vrai que c'est assez costaud. AppDrag, par exemple, on a fait grandir l'équipe. Là, ils doivent être 5 en tout dessus. Et je ne suis pas le seul à mettre à bord. Donc, si je suis plus là du tout, ils ont quand même les cartes en main pour avancer. Ma boîte qui est à Palga, pareil, c'est surtout mon frère qui fait des choses dessus. Et moi, j'interviens de temps en temps quand il y a besoin de code. Mais c'est pas moi qui fais tourner le business de cette boîte à proprement parler. Après, D'accord. Dans les deux cas, tu es plus opérationnel. c'est ça. Maintenant, c'est le cas en tout cas.
Et alors, une question, alors, c'est peut-être indiscret, Mhm. mais comment ça se passe là? Parce que tu fais partie de ces boîtes-là, mais t'es plus trop dedans. Comment elles font pour te rémunérer ou est-ce que tu fais ça bénévolement au final? Mhm. Alors pour AppDrag, je vends au temps passé s'il y a besoin de faire de la maintenance, du support ou des petites évolutions. Donc c'est récent, hein, mais on s'est mis d'accord sur quelques jours par mois maximum. Si c'est pas, si c'est zéro, c'est tant mieux, mais je suis disponible pour effectuer des choses dessus. Puisque j'ai justement un Palga qui repose dessus, donc je pourrais pas l'abandonner à 100% et se dire il y a des bugs, tant pis. Euh, pour Apalga, du coup, j'ai les hébergements des personnes qui renouvellent chaque année, où ça me fait une petite partie en cumulé tous les sites qu'il y a eu depuis 5-6 ans. J'ai les parties techniques que mon frère n'est pas à même de réaliser, où là c'est moi qui vais vendre une journée, 2 journées, voire plus en fonction des projets. Et c'est ça qui me permet d'avoir une partie de rémunération en plus. Mais c'est Ouais, pas ma rémunération principale. oui, donc tout ce qui est comme ça, tu passes en consultant et la boîte rémunère en fonction du temps passé. C'est ça, ouais. Ok. Donc c'est très très clair. Et donc toi, tu as fait le choix maintenant d'être en CDI, donc tu as du moins pas abandonné, tu as quitté ces projets-là pour partir ailleurs. Mhm. Mais tu vois, moi j'ai l'image du freelance qui devient entrepreneur, du freelance qui redevient en CDI. Et toi, tu es entrepreneur, tu as encore un pied, on va dire, un peu dans le business, mais tu vas en CDI quand même. Mhm. Tu vois, et c'est tout ce parcours-là que. Pourquoi tu fais ça? Parce que je pense que les gens qui m'écoutent voudraient soit être en CDI, passer en freelance, ou en CDI, devenir entrepreneur. Alors peut-être certains freelances veulent redevenir en CDI, mais entrepreneur, souvent, c'est très rare. Mhm. Ou que ça a été des échecs. Parce que toi, de ce que tu dis, c'est pas un échec. C'est pas un échec total, par contre, c'est une déception de ne pas avoir atteint certains résultats qu'on espérait. Hmm. C'est-à-dire, on n'a pas coulé, mais on n'a pas eu le succès escompté, donc c'est un semi-échec. Oui, j'ai mon meilleur ami on en parlera après, qui sur les projets que j'ai lancés, moi je lui dis toujours que c'est des échecs et il me dit mais non, mais t'as réussi, c'est juste que ta barre elle est trop haute. Ouais, c'est souvent ça, hein. C'est Euh, donc tu repasses en CDI là depuis un mois de ce que j'ai vu. ouais, c'est ça. Enfin, même 2 semaines, hein, c'est début de ce mois, ouais. Et ce qui explique ça, c'est que en avril, j'ai pris ma décision de partir de ma boîte pour diverses raisons. La première, c'est que je pense que j'avais fait un peu le tour euh, et il y avait des divergences sur où est-ce qu'on va avec la boîte. Eux voulaient lancer quelque chose qui m'attirait pas, hein. Je pense que ça peut être viable, mais le projet m'intéressait pas plus que ça et je me voyais pas continuer et faire un projet qui me booste pas énormément. Donc j'étais un peu lassé et je me suis dit je vais faire autre chose. Euh, En parallèle, quand j'ai dit que je partais, on s'est donné 4 mois pour que je puisse partir, moi, et avoir quelque chose, et que eux, ils se retrouvent pas du jour au lendemain sans solution et qu'ils doivent se débrouiller pour recruter dans l'urgence, savoir comment marchent toutes les briques que j'ai faites, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il n'y avait que moi qui connaissais. Donc j'ai fait pas mal de documentation là-dessus. Euh, et pendant ces 4 mois, je me suis amusé à faire un CV assez sympa. J'ai trouvé des sites comme WeWork Remotely parce que je travaillais toujours en remote et je regardais les opportunités que je pouvais avoir en pseudo freelance avec un job en full remote. Il y avait une boîte avec laquelle j'étais bien avancé qui ressemblait à AppDrag, que au final j'ai décliné pour la boîte que j'ai rejoint là, qui s'appelle Happypal. Et Happypal, ça s'est décidé sur le dernier mois parce que c'était des gens avec qui je travaillais déjà depuis le début de leur projet. C'est une start-up. Et je leur ai dit que moi je partais et eux ont été intéressés pour me recruter. Donc
il y a eu pas mal de discussions parce que j'avais pas mal d'exigences, pas forcément la rémunération, mais par exemple l'aspect full remote. Moi, j'ai toujours travaillé full remote. Eux sont OK pour ça. On a des bureaux, mais j'y vais de temps en temps. Mais dans l'idée, je suis assez libre et autonome. On avait pas mal de considérations où Apipal s'est aligné plutôt bien. Et Apipal, c'est un projet que j'ai travaillé donc, depuis le début où ils ont fondé leur start-up et leur service. Et ça a été un succès commercial, un succès en soi parce que le produit est bien et canon. Et moi, le projet me plaît bien. Donc, c'était un échange win-win où tout le monde a y gagné parce que moi, ça me donne accès à une position sympa avec tout ce qui me plaît. Et la stack technique est moderne, donc je progresse encore. J'ai plus de moyens parce qu'ils ont levé. J'ai tout à disposition pour m'éclater. Et eux, ils ont quelqu'un qui connaît le projet de bout en bout, puisque j'ai codé une grande partie du projet pour eux ces dernières années. Et que je connais toutes les règles métiers, du coup, qui sont un peu dures à ingérer pour quelqu'un qui arrive et qui va demander beaucoup de temps à onboarder. Parce que l'application, elle fait quoi exactement? Apipal, c'est une solution, enfin c'est une plateforme pour les CSE, donc les comités d'entreprise, et ça permet à des boîtes de proposer à leurs employés d'acheter leurs billets de concert, leurs billets Disneyland, des tickets sur la plateforme. Donc ça existe déjà, il y en a d'autres. La particularité, c'est que ça va plus loin que ça. Ça permet d'attribuer des subventions aux salariés. Et les salariés, ils peuvent payer directement avec leur subvention ou compléter avec leur carte bleue sur la plateforme. Et donc, ça gère tout cet aspect-là où les CSE, ils ont juste à souscrire à la plateforme et à attribuer des subventions à leurs utilisateurs. Et tout le monde s'y retrouve sur la plateforme. D'accord. Oui, donc c'est un CMS, du moins, hein. C'est un SaaS pour tout ce qui est la gestion d'un CE au point de vue de tout ce que tu peux proposer comme service à tes employés. Si Ouais, je résume. exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc tu fais ça depuis, on va dire, 2 semaines, comme tu l'as dit. Ouais. Et le dernier point où un peu j'aimerais bien comprendre, parce que de ce que je comprends, tu es un peu hyperactif quand même. Tu as démarré une chaîne YouTube il y a 7 ou 8 mois. Et donc, pourquoi tu as démarré une chaîne YouTube? Parce que je pense que tu avais une vision à peu près claire de ce que tu voulais faire et comment tu voulais le faire. Et je comprends pas. Tu t'es pas levé un matin et tu t'es dit, je vais faire une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui m'a lancé à l'affaire? C'est pas évident. J'avais déjà une chaîne YouTube avant où je partageais la musique que je compose, mais j'ai pas un niveau excellent en musique. Enfin, c'est écoutable hein, ce que je fais, mais il y a tellement de concurrence, il y a tellement de monde et c'est tellement dur de publier juste de la musique sur YouTube parce que il n'y a pas de matière, il n'y a que le son, il n'y a pas de clip, il n'y a rien visuellement. Et je me suis dit, c'est quoi le domaine qui me passionne le plus et le domaine dans lequel je suis le plus bon, c'est le développement. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour partager tout ce que je sais et partager aussi ma progression dans le développement en faisant une chaîne YouTube. Je suis parti sur un premier tuto où j'ai quand même mis les moyens en termes de montage, histoire que ce soit quand même un peu carré, que même si c'était la première vidéo, la réalisation n'est pas trop pourrie. Non, Et ça a plutôt bien plu. alors ça va, hein. J'ai regardé ta première vidéo parce que je suis Ah, toujours curieux de regarder la première vidéo et franchement, ouais. quand Il y a je une vois différence quand même. quand je vois ma première vidéo et je compare à la tienne, on est pas dans la même catégorie. Je trouve que la tienne est bien mieux réalisée que la première que j'ai réalisée. L'important, c'est les dernières vidéos, où est-ce qu'on en est chacun. Et... Oui, l'avantage c'est que ouais, quand j'ai regardé ta chaîne, bon, je vais faire ta propre pub, désolé, parce que moi Ah, j'adore merci ce que beaucoup. tu fais et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une qualité dans ce que tu fais, mais dans le sens où c'est bien animé, tu expliques bien, c'est plus qu'un tuto. T'as tout un emballage que je trouve très très bien, mais
Moi, quand je regarde ta vidéo, je me dis, mais ça doit prendre un temps fou parce que quand je regarde comment faire un tuto, alors tu dois comprendre techniquement comment ça marche, tu dois être capable de l'expliquer, donc ça, déjà, ça prend un temps fou. Et quand je vois que tu fais une introduction, tu expliques, je me dis, mais combien de temps tu passes à faire une vidéo? Franchement, niveau temps, il n'y a pas vraiment de raccourci. Ça prend du temps et il faut trouver un peu ce temps. Donc je le prends les soirs, des matinées de week-end ou des fois tout un jour du week-end. Euh, ouais, j'essaie d'y mettre un peu d'âme. J'ai pas envie juste de faire le tuto pour apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. J'ai plus envie, limite, que ça raconte une histoire. Donc il y en a certaines où j'ai un peu scénarisé, mais pas toutes. J'essaie que la réalisation soit vraiment carrée pour que ça fasse une belle vidéo à 100%. Après, ouais, j'y passe beaucoup de temps. Quand je m'enregistre en parlant face cam, je peux me reprendre plein de fois sur les phrases, mais ça, je pense que je suis pas le seul. Mais ça prend du temps après à recouper au montage. Euh, Quand je fais le tuto, j'ai essayé pas mal de choses. Soit je fais le tuto sans le préparer avant et je code à la volée. Au pire, je coupe certains passages. Et ça plaît. Les vidéos sont plus longues, donc il y a un public qui préfère même d'aller dans ce sens-là. Il y a des vidéos que j'ai faites ultra scénarisées. Du coup, ça va à 200 à l'heure. Et il y a d'autres gens qui préfèrent aussi ça parce que ça va à l'essentiel, il y a zéro erreur, ça explique bien les choses. Moi, je tends à préférer ça, hein. Certaines chaînes que je regarde sont comme ça. Et pas évident. C'est pas évident parce que moi je suis vraiment comme ça. Moi j'aime bien, tu vas à l'essentiel. Et à côté de ça, là, l'autre jour, j'ai regardé un live. C'était Kakanmin, si je me trompe pas, qui faisait un cours sur Mhm. le YAML. Et c'était en live et j'ai trouvé que le problème c'est que bah il y a plein de blancs. Il y a plein de blancs et quand je vois que moi j'aime bien, tu vas à l'essentiel, lui bah il comble, mais point de vue technique, moi je suis bon, ok, bon bah je vais préparer à manger en attendant. Mais et je comprends que certaines personnes aiment ça. Je pense que les gens qui regardent Twitch doivent adorer ce type-là parce que c'est c'est plus humain. Hmm. Et donc toi maintenant tu préfères réaliser quoi exactement? Parce que au bout de je sais pas, t'es à 50 vidéos environ. Mhm. Ouais. Je pense que les vidéos que je préfère réaliser, c'est les vidéos où je code pas, parce que franchement, c'est les plus dures à réaliser, parce qu'il faut coder, il faut bien s'enregistrer l'écran en même temps que quand on parle, il faut expliquer en même temps ou en différé, mais dans tous les cas, c'est un travail monstre. Et j'ai quelques vidéos où je parle de différents sujets, quel projet réaliser pour faire un portfolio, mes études à Epitech ou des conseils pour progresser. Et c'est des vidéos qui marchent tout autant, voire plus. Donc j'ai une préférence pour faire ces vidéos. C'est plus agréable à monter, c'est plus agréable à tourner parce qu'on peut vraiment parler au fil de l'eau. Mais je pense, en tout cas sur le court et moyen terme, continuer d'alterner les deux. Faire certains tutos parce que j'ai une partie de ma communauté qui vient essentiellement pour les tutos et continuer à faire des vidéos où je parle parce que j'aime bien juste Mm. partager certains sujets avec les gens. Et je pense que le tout plaît. Les mêmes personnes regardent les deux types de vidéos, donc ça va ensemble, je pense. Ah, je pense que c'est toujours un peu difficile à, à trouver un juste milieu entre les deux. C'est peut-être une question que je te reposerai après. Euh, donc toi, tu passes pas mal de temps à préparer toutes tes vidéos et je pense que ça se voit. Et quand tu me dis que t'es musicien, ça m'étonne pas parce que je trouve que t'as pas une question de rythme, mais c'est vraiment que chaque partie de ta vidéo, tu mets du soin. Après, moi, il y a un point que t'as parlé, et là, moi, c'est un point où j'ai beaucoup de difficultés. C'est quand Mhm. tu codes et que tu t'enregistres en train de coder. Moi, je trouve qu'il y a tellement d'informations à penser. Parce qu'il faut penser à ce que tu es en train de coder, il faut que tu penses à ce que tu vas dire, et un peu à ta gestuelle pour pas être complètement avachi sur ta chaise. Comment tu gères ça? Ben, c'est pas évident non plus pour moi, hein.
Il y a des moments que je coupe de la vidéo parce qu'on la remonte derrière, c'est pas un live. Donc ça arrive de reprendre un bout, j'efface et je refais ce morceau-là. Et du coup, sur une vidéo longue, c'est juste une horreur à monter. Je pense que toi aussi, tu connais ça, les difficultés du montage Alors, quand on code des choses. oui et non. Alors, Ah parce que ouais? moi, c'est ma deuxième chaîne. Mhm. Et en gros, j'ai fait une chaîne de roller qui a eu un petit succès. Ça doit être la deuxième chaîne de roller en France. Ah oui, super. Oui, mais on s'enflamme pas, hein. Être la deuxième chaîne de roller en France, c'est pas très compliqué. Mais où je passais beaucoup de temps, une vidéo, c'était 24 heures de travail. 24 heures où tu travaillais, pas une journée de travail, c'était Mhm. 24 Ah oui, heures. c'est... Donc ça devait être 3 jours à 8 heures par jour où je faisais beaucoup de coupes, je faisais beaucoup de montage, beaucoup d'animation, ce genre de trucs. Et à un moment, ça m'a un peu dégoûté parce que j'en avais marre. Et quand j'ai redémarré cette chaîne-là, je me suis dit, mais comment faire pour pouvoir créer une chaîne où je passe pas ma vie à faire du montage et je me concentre uniquement sur l'essentiel, expliquer aux gens bah, comment progresser. Et c'est pour ça que moi, j'ai un rêve que je n'ai toujours pas réussi. C'est me dire, je fais une vidéo, mais je la fais en une fois. Donc, il faut éviter de faire des il faut parler relativement vite, il faut être dynamique, il faut coder proprement. Et au final, j'y suis jamais arrivé. C'est le but que j'essaie d'atteindre. Mais ça rajoute de la pression de faire ça, non? Oui, c'est un peu le problème. C'est que c'est vraiment stressant. Mhm. Mais je Tu me perds dis du tout. plaisir après, avant d'enregistrer, si t'as une grosse pression. Ouais, mais moi, le plaisir, c'est de me dire, quand j'y serai arrivé, Mhm. j'aurais atteint mon but, j'aurais de nouvelles compétences. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que moi, je trouve que quand tu crées une chaîne YouTube, t'as toute la partie où tu veux partager aux autres, mais t'as aussi le fait de construire des compétences, de progresser. Parce que moi, je conseillerais à n'importe qui d'ouvrir une chaîne YouTube. Parce Mhm. que YouTube, c'est excessivement dur à commencer. Parce que la première vidéo que tu vas faire, bah, elle ne sera pas bien. Le son sera pas bon. L'image sera pas bonne. Ta gestuelle ne sera pas bonne. Tes tics de langage, on en a mais des centaines. Et si t'es français, tu vas avoir le Et je trouve que c'est tout un entraînement pour gommer et essayer de faire une vidéo qui soit bien. Et c'est pour ça que j'étais très étonné tout à l'heure quand je te disais, j'ai regardé ta première vidéo et moi ta première vidéo, je la trouve bien. Mhm. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, mais pour une première vidéo, c'est normal que ça soit pas bien. Du moins, du moins non, ta vidéo elle est bien, c'est juste qu'elle aurait pu être améliorée, mais quand tu sais pas, tu sais pas. Ouais, je te Et rejoins vraiment sur la progression comme ça tout au long des vidéos. À chaque vidéo, tu apprends des choses, tu progresses et c'est un autre axe de YouTube qui rend ça hyper intéressant. ouais, et je sais pas pour toi, alors moi ça m'est arrivé sur ma première chaîne, pas trop sur celle-là parce que j'ai pas trop eu le temps de re-regarder ce que j'avais fait, mais d'aller regarder tes anciennes vidéos et de te dire ah ouais là j'ai progressé. Ça m'arrivait ouais, de regarder les premières de cette chaîne du coup, hein, et ouais, déjà le matos change, la façon de s'exprimer, les coupes de cheveux, il y a plein de choses qui changent. Ça, moi c'est un progrès que je devrais faire sur les coupes de cheveux. J'ai toujours un... Bon, C'est une bah marque de tant pis. fabrique après. Ouais. Oui après je pourrais mettre un truc Playmobil. C'est donc on digresse un petit peu. Donc Hmm. toi, quand tu fais une vidéo, c'est quoi un peu ton objectif et ça rejoindra un peu ce que pourquoi tu fais une chaîne YouTube au final. L'objectif, c'est d'aborder un sujet et donner en général aux personnes des pistes pour aller plus loin que ce sujet. J'essaie pas de faire un tuto pour apprendre quelque chose de A à Z aux gens qui regardent les vidéos, mais leur montrer que je connais certaines bases, certaines choses, et à chaque fois essayer de leur montrer que faut jamais en rester là ou à ce tuto, à cette vidéo. Faut aller plus loin pour progresser. Il y a plein d'autres ressources. Il faut mêler les ressources pour être à même de bien comprendre, bien creuser les sujets.
Et l'idée, c'est d'aider les autres à progresser et de leur donner ces moyens pour progresser. Et donc toi, c'est ce qui t'anime quand tu fais quand tu fais ta chaîne YouTube. Hmm. Moi, je parle de dev parce que j'aime partager sur le dev, mais l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect progression. J'essaie toujours de progresser dans tous les domaines, notamment dans YouTube en faisant ces vidéos-là. Et donner les clés aux autres pour progresser petit à petit, je trouve ça vraiment bien que les gens puissent s'éveiller, progresser, atteindre leurs objectifs, ça serait top. Et dans ça, t'as pas été frustré par certaines choses? Je te pose la question parce que moi, ce qui m'a toujours frustré, c'est que si tu veux faire une vidéo qui marche bien, bah, il faut que ça soit le sujet le plus basique possible. Et plus tu vas monter en niveau et moins tu vas avoir de gens qui vont regarder parce que le niveau est très élevé. C'est vrai que c'est frustrant des fois. Sur ma chaîne, je suis un peu parti à l'envers. J'ai fait des thèmes assez avancés, puis des thèmes basiques. Il n'y avait pas d'ordre. Et là, ma toute dernière série de vidéos, c'est vraiment les bases de la base avec HTML, CSS, JS, pour que les gens ils puissent arriver sur la chaîne et ils puissent suivre les autres vidéos en suivant certaines vidéos de la chaîne. L'idée, c'est que tout soit compréhensible. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à la frustration, que plus on va loin dans un sujet, moins il y a de monde pour le regarder et le Et comprendre. après, tu vois, moi, je m'étais dit, j'avais tenté d'autres expériences sur d'autres chaînes et j'avais essayé de faire un tuto sur le HTML et je me suis aperçu que la limite que j'avais, c'était pas de l'expliquer. Expliquer du HTML, c'est relativement simple. Mais c'était moi, ça m'ennuyait au plus haut point. J'arrivais pas parce que j'avais pas les compétences pour le faire, mais parce que moi ça me faisait pas kiffer. Hmm. Je t'avoue que c'est pas la vidéo qui m'a le plus plu. En plus, j'ai passé une grosse partie de mes vacances là-dessus pour le montage, le tournage, la préparation. Ça n'a pas encore atteint des niveaux de vue excellents. Alors, ça, Hmm. j'aurais un conseil pour toi. Je vais le donner comme Ah, je ça suis le donnera preneur. à tout le monde. Je pense Ouais. que tu as commis une erreur. Parce que quand c'est arrivé dans mon fil d'actualité, t'as sorti les 5 vidéos en même temps. Je me suis posé la question ouais, Ah de bah faire ça. là YouTube t'a tué. YouTube a Mince. horreur de ça. Mais après, sur le long terme, ça sera Ouais, effacé. ça va, Mais... c'est dissipé. Et du coup, pour en revenir à HTML, CSS, qui sont les tutos les plus basiques et les moins intéressants parce que c'est pas palpitant pour nous qui avons plus d'expérience, euh, j'ai essayé de vraiment donner des bases et des pistes avec des liens, des idées pour aller plus loin. J'ai pas fait un cours de 2 heures masterclass où on voit toutes les balises une par une, tout dans le détail. C'est vraiment un guide pour commencer et s'y mettre. C'est vraiment donner les mots-clés. Mais Hmm. toi, qu'est-ce qui t'a permis de te motiver à faire ça? Euh, Outre les commentaires de certaines personnes sur les groupes Facebook pour me dire ah ouais, faudrait vraiment que tu fasses ces tutos de base HTML, CSS, JS. Hmm, je pense ouais, c'était vraiment faire cette porte d'entrée à ma chaîne pour me dire ok, maintenant il n'y a plus d'excuses si quelqu'un veut regarder n'importe quelle vidéo en passant par celle-là, puis de fil en aiguille en allant de plus en plus complexe, elle est capable d'à peu près tout regarder. C'est pas à 100% vrai, mais elle Hmm. a de quoi progresser et comprendre un petit peu les vidéos. D'accord, ouais, c'est vraiment créer une porte d'entrée pour rendre le reste de ton travail accessible. Exactement, ouais. Yep. Mais ça, je suis sûr que c'est une bonne stratégie de faire comme ça, que de faire des vidéos pour que tout le monde puisse rentrer dans ta chaîne ou trouve son, on va dire, à boire et à manger. Ouais, clairement. Et en tant que créateur de contenu, quelle est ta plus grande frustration? Euh, je dirais lié à ça, parce que moi, ma plus grande frustration, c'est de ne pas avoir le temps de faire toutes les idées de vidéos que j'ai. Et je me dis que ça me permettrait, si j'avais plus de temps, ça me permettrait de gagner en qualité, ça me permettrait d'aborder plus de choses et d'une meilleure manière. Mais je sais pas si c'était vraiment le sujet de ta question.
Hmm, oui, c'était à peu près ça. C'est juste que tu as plein d'idées. Et ce qui te frustre, c'est pas pouvoir réaliser suffisamment vite pour tous les implémenter et te laisser du temps pour vivre. Ouais, exactement. C'est des sacrifices de voir des amis, des loisirs et autres. Même si j'en ai, mais j'en fais moins que Hmm. si j'avais pas ma chaîne YouTube. Et du coup, Bon, ça, même avec ces sacrifices, de pas pouvoir faire toutes les vidéos que j'aimerais, c'est un peu frustrant. hmm. Et t'as pas de frustration sur bah, je fais une vidéo et tu vois, j'y ai passé beaucoup de temps et ça fait 200 vues. Ah. Ça, si clairement, c'est une grosse frustration. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de pas trop regarder les chiffres des vues des vidéos. Je regarde pas mal les abonnements, mais au niveau des vues d'une vidéo, de la dernière, je me dis, ok, là pour le moment, ça le fait pas trop, mais euh, quand va y avoir plus d'abonnés, des gens qui vont la voir dans leur fil, quand ça va être via des recherches, peut-être que là elle va décoller parce que si je suis à peu près fier de la vidéo et que je trouve qu'elle est intéressante, il n'y a pas de raison qu'un jour il n'y ait pas plus de vues que ça. Oui, c'est ça. Après, bon, moi, YouTube, je trouve que des fois, il enterre des bonnes vidéos et Hmm. il en met certaines en avant. C'est pour ça que je te posais un peu la question, parce que moi, j'ai des frustrations sur l'algorithme de YouTube. Bah, par exemple, une de mes vidéos qui avait le plus marché sur une autre chaîne, je l'ai fait à l'arrache. En gros, je voulais sortir une vidéo par semaine. Il y a une semaine où j'ai pas eu le temps et en gros, j'ai pris toutes mes autres vidéos, j'ai fait un mashup, je les ai mis ensemble et j'ai fait c'était 5 figures de roller pour commencer le roller. J'ai fait Mhm. 83 000 vues. Ça m'a pris mes 2 heures. Et à côté de ça, j'ai des vidéos où j'ai passé beaucoup de temps. Si des gens les ont vues, ça serait bien. Ouais, après, c'est une bonne leçon, hein. Ça montre qu'il n'y a pas que l'effort et le temps passé qu'on a derrière ces vidéos. Il faut vraiment trouver le bon sujet, les bons trucs qui plaisent, qui intéressent les gens. C'est ça. C'est c'est pas évident. Et donc, moi, la question que je te pose, et je vais continuer à faire ta pub, parce que moi, je trouve que ta chaîne est vraiment bien, donc vous irez Merci. vous abonner. Je mettrai tout dans la description. Yes. T'as quand même trouvé le succès, donc à l'heure actuelle, t'as 2000 abonnés. Je sais pas, je t'avais envoyé un message pour te féliciter de tes 1000 abonnés. J'ai l'impression que maintenant t'en as 2000, je sais pas combien il s'est passé de temps, mais j'ai l'impression que t'as eu 1000 abonnés supplémentaires, mais en quelques mois, quoi. Mm. C'est allé assez vite, euh, même si ces derniers temps, j'ai la même courbe de progression. J'ai à peu près 200, 250 nouveaux abonnés par mois. Et je pense que l'objectif pour grandir, c'est que ce chiffre-là de nouveaux abonnés par mois augmente constamment. C'est ça qui va permettre que ça grossisse bien. Pour les, pour les 1000 premiers, c'est allé assez vite en effet, hein. J'ai eu de bons retours sur des groupes Facebook. Pourtant, je ne sais pas si j'ai vu beaucoup de partages de mes vidéos, mais moi, je l'ai publié sur une dizaine de groupes. Je me suis dit peut-être je vais me faire trucider de faire ça, mais c'est bien passé. Les gens sont très reconnaissants du fait qu'on leur apprenne des choses. Si c'était juste un vlog qui n'intéresse personne, je pense pas que j'aurais eu le même accueil. Et en plus, je pense que le fait que tes vidéos soient assez quali, ça renforce en plus le fait que t'es pas là pour spammer. Hmm. T'es vraiment là pour apporter de la valeur et c'est ce que ça donne. Moi, je pense que le succès aussi vient un peu de là, c'est que ta vidéo, on sent bien qu'il y a eu du travail, on sent bien que c'est pas comme certaines vidéos que tu trouves. Je vais vous expliquer, je code, le micro est dégueulasse. Bon, des fois, les gens qui font ça, j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils m'ont sorti souvent de. Tu tapes ton erreur dans YouTube et t'as quelqu'un qui a trouvé comment résoudre le problème. Donc ces gens-là, je les aime aussi. C'est les vidéos de dernier recours, mais ça peut bien aider. Ah ouais, mais le nombre de fois où ils m'ont sauvé la vie. Donc, euh, donc t'as ça, donc la qualité est là. Donc, et quel est l'objectif que tu as à terme sur cette chaîne? Disons que moi, je pense que tu atteindras assez vite 10 000, 20 000 abonnés. Hmm. J'aimerais à terme atteindre les 100 000, hein. Ça nécessitera sûrement de pivoter. C'est des choses que j'ai en tête, hein. Et j'ai vu C'est que toi aussi, d'ailleurs, sur LinkedIn, tu souhaites pivoter.
Ah bah moi je suis passé des tutos à faire des interviews. Hmm. Parce que moi je me suis aperçu que mon moteur c'était d'apprendre mais par mimétisme. J'apprends énormément et tu vois là on est en train de parler je pose des questions pour l'audience, pour ceux qui nous sont en train de nous écouter, mais au final la plupart des questions que je pose c'est des questions que je me pose moi-même quoi. Hmm. Et là tu vois je serais satisfait à la fin parce que j'aurais appris plein de trucs là, ça fait, je sais pas, 40 minutes qu'on a commencé, mais j'ai appris plein de trucs et il y a des points où je pensais pas du tout de la même façon que toi et je me dis, mais pourquoi je pense pas de cette façon-là, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Bon. clairement, et c'est top pour toi hein, de faire ça. Ça doit être déjà plus simple et plus agréable à peut-être à monter. Ça demande une autre organisation, mais je sais pas comment toi tu le vois en termes techniques. Est-ce que ça te change beaucoup? C'est différent. C'est différent. Bon, déjà, c'est beaucoup moins de stress. Hmm. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, une interview, l'avantage, c'est que je fais mes petites recherches dans mon coin, je te pose les questions que j'ai envie de te poser. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. On va pas te Hmm. juger sur la qualité de ce que tu fais ou de ce que tu poses comme question. La question, j'ai envie de la poser, je la pose. Et ce que j'ai eu plus de mal à faire des tutos, c'est que tu es toujours en train de te dire ah oui, mais j'aurais pas dû dire ça comme ça. Tu finis à un moment à te poser des questions sur les mots que tu emploies et j'avais pas envie d'aller dans cette direction-là. Hmm, hmm. Ben, je me retrouve dans ce que tu dis, hein. Ça mène à du perfectionnisme absolu pour dire ah, est-ce que c'est bien compréhensible que je l'ai expliqué comme ça? Est-ce qu'ils vont bien comprendre? Il faut tout le temps penser au travers des autres. Est-ce qu'ils ont cette connaissance? Est-ce qu'ils vont le comprendre de cette façon? Et C'est c'est ça. stressant. Et moi, ce que j'aime pas, et ça, c'est une capacité que j'ai pas. J'ai pas la même capacité que toi à créer du contenu et à le faire durer sur 3 4 jours, 5 jours, 6 jours. Par exemple, moi, il y a une chaîne que je suis beaucoup, c'est Marketing Mania. Mhm. J'adore ce qui est fait, mais c'est impossible que je fasse une vidéo comme ça parce que je sais que créer du contenu à un tel niveau, ça nécessite une telle concentration, ça nécessite un tel temps de recherche, ça nécessite de telles compétences que pour moi, ça serait impossible, quoi. Mhm. Et je sais que le moteur qui m'anime, c'est l'apprentissage que je vais en tirer. Et tu vois, et je me dis, mais si je travaille pendant 5 jours à écrire un script, mais moi, je serai au bout de ma vie, quoi. Non, pour l'écriture, je suis pas si long que ça, par contre, moi. Après, j'ai tout essayé pour trouver manière la plus optimale par rapport à moi. Donc, il y en a où j'écrivais. Je crois ma première vidéo, j'ai écrit tous les mots que j'ai dit dans la vidéo et je savais exactement ce que j'allais coder à tel moment. Après, j'ai essayé sans. Et maintenant, si c'est une vidéo où je parle, j'essaie de mettre je fais une liste de mots-clés et après je sais, tiens, je parlais de ça. Et peut-être des fois, je me reprends 5 fois sur un mot-clé, mais j'ai pas tout écrit, j'ai pas passé un temps fou. Et au moins, je j'ai pas à jouer, je peux parler du thème. Quand c'est du code, pareil, ça dépend. Si c'est vraiment technique et que c'est un petit truc, je vais essayer d'avoir tout le code de préfet. Et si c'est un tuto assez long, je vais mettre une liste de qu'est-ce qu'il faut que j'ai à la fin, quel thème il faut aborder, et puis je les fais un par un, quitte à couper. Hmm. Mais ça demande beaucoup d'essais avant de trouver la méthode parfaite et j'y suis pas encore. Ouais, pourtant, ça donne, quand on regarde tes vidéos, on sent quand même il y a une maturité dans ce que tu fais. Hmm. Moi c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est ce que tu disais au départ, ça raconte une petite histoire. Hmm. Et Et moi, je comprends que ça fonctionne. Et je pense, bon, t'as peut-être pas encore trouvé la recette miracle. Tu me diras quand t'auras hmm. tes 100 000 abonnés. Je serai très content de dire, je Ah t'ai yes. interviewé. Mais Et- je sens que t'as trouvé quelque chose et je pense que c'est aussi en adéquation avec les compétences que tu as. hmm. Merci bien. Après, tu vois, il y a toi de l'extérieur quand tu regardes mes vidéos, et il y a moi comment je le vis de l'intérieur par rapport à mes méthodes. Et Euh, ça rapporte un peu ce que toi, tu as l'air de dire, c'est que
tu me dis que c'était pas hyper agréable de faire les tutos et que tu veux te perfectionner. Mais moi, quand je regardais tes vidéos, je me dis, waouh, il sait de quoi il parle et c'est hyper quali comme tuto. Et ouais, mais c'est plutôt moi au bout d'un moment, et je suis sûr que dans tes vidéos, je suis sûr, à un moment quand tu commences à te dire ouais mais j'aurais pas dû le dire comme ça, à un moment ou un autre, je me dis mais une personne qui regarde la vidéo, elle elle s'en rend pas compte. J'avais vu une interview du fossoyeur de film où il expliquait que dans sa troisième ou quatrième vidéo, à un moment, il y avait un changement de ton, parce qu'il avait dû réenregistrer. J'ai beau avoir vu la vidéo plusieurs fois, je suis incapable de savoir où il y a un changement de ton. Mais je suis Hmm. sûr qu'on est plus critique de son propre travail que les autres. Clairement. Même si Internet est pas très gentil en général, si on fait vraiment de la pas bonne qualité, euh, je m'attendais à avoir des retours beaucoup plus durs. Et des fois, limite, je stresse quand j'appuie pour publier la vidéo parce qu'on s'expose, on expose notre travail, on expose nous, puisqu'on se filme. Et en fait, l'accueil est plutôt bon en général, alors que nous, avec nous-mêmes, on est beaucoup plus dur. T'as raison. Hmm. Après, moi je pense que. Alors on a de la chance quand. Je pense quand tu fais des tutos, moi je l'ai vu avec ma chaîne de roller, j'ai une bonne exposition quand je regarde, j'ai une bonne audience, je fais des dizaines de milliers de vues par mois, mais les gens en général sont bienveillants. La Hmm. plupart des gens sont super contents, te disent oh, tu m'as aidé, ça m'a été vraiment bénéfique. C'est très rare que quelqu'un dise, arrive et dit non mais ce que tu fais c'est n'importe quoi, pour être poli, parce que des fois j'en ai qui sont pas du tout polis. J'imagine, ouais. Mais au départ je pense que ça t'affecte, au bout d'un moment tu laisses couler quoi. Hmm. Et donc une fois que tu auras atteint tes 100 000 abonnés, c'est tout le plaisir que je te souhaite. J'espère, hein, je garantis pas de réussir par contre. Ah mince. Non, je plaisante. Euh, donc, qu'est-ce que ça va t'apporter d'atteindre ce but-là? Ben, en fait, c'est juste pour décorer le mur là derrière. Il y a le cadre des 100 000. Et voilà, ça c'est mon objectif, c'est de réussir à l'avoir. J'arrêterai pas les vidéos pour autant, mais c'est mon goal ultime. Je pense pas que celui des millions serait accessible. Celui des 100 000, je suis pas sûr de l'atteindre, mais qui sait, avec du travail et de la chance, je pourrais y arriver. Oui, je pense 100 000 c'est atteignable. Après, le truc, c'est que le marché du développement, il est pas assez gros en France. Parce que Hmm. tu regardes les chaînes YouTube, il y en a. En développement, j'en connais pas beaucoup qui sont proches des 100 000. Alors, à Il y a part Graphic Graphic Art Art, qui ouais. est à 200, mais il a commencé il y a 10 ans, donc. Et je pense qu'après, j'aimerais bien discuter avec lui pour voir, mais je pense qu'au bout d'un moment, le problème, c'est quand tu as 200 000 abonnés et que tu fais 10 000 vues, à un moment, tu dois te dire, Hmm. c'est compliqué, quoi. Clairement, ça doit être frustrant sur le long terme. Mais ouais, c'est un peu toute la problématique des tutos, et ça, moi, c'est un point qui m'a fait énormément réfléchir à ce que je voulais faire. Parce que tu peux avoir une très grosse audience et au final faire très peu de vues. Hmm. Et une autre question que j'ai à te poser, donc j'ai vu que tu as fait des tutos pour Malte en live. Hmm. Hmm. Donc Malte, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de recrutement de freelance. Ça doit être la plus grande en France. Je pense pas qu'il y en ait plus grosse. Donc comment ça s'est passé? Comment ils sont venus à toi? C'est toi qui les as contactés? Alors, comment ça s'est passé? Déjà, je suis sur Malte depuis quelques années. J'ai fait pas énormément de missions. J'en ai peut-être fait 4 ou 5 et c'est pas des grosses missions longues, c'était plutôt des trucs assez courts. Euh, mais par contre, j'ai eu beaucoup d'opportunités. C'est juste que j'avais pas le temps avec ce que je faisais et les missions que j'avais en cours. Mais je trouve que c'est une bonne plateforme. Et je pense que c'est quand j'ai mis à jour mon profil Malte, ben, c'était vers la période où j'ai décidé de partir, hein, pour assurer mes arrières. Euh, j'ai aussi mis le fait que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mis
un lien vers ça et une photo où on voit, je sais pas, c'est une miniature de la chaîne. Et du coup, ils m'ont contacté pour parler de Vue.js, qui est une des séries que j'étais en train de réaliser à l'époque. Et ils m'ont clairement dit qu'ils avaient vu mes vidéos et qu'ils trouvaient ça cool ce que je fais, que c'était assez pro, donc ça les a intéressés que j'anime une Malt Academy sur un thème que je pouvais décider autour de Vue.js. D'accord. Donc, ouais, c'est un peu de hasard, un peu de chance et du travail en amont qui n'avait pas du tout été fait pour ça, mais qui t'a Ouais, permis clairement. de les convaincre. Donc ça, c'est C'est un truc ça. qu'on oublie assez fréquemment quand on fait une chaîne YouTube, c'est que ça peut apporter du business, des clients, des opportunités. Et souvent, c'est très dur quand tu commences ta chaîne de savoir ce que ça va t'apporter. Mm. C'est sûr, hein, et c'est un bon sujet de discussion en général. Les gens sont curieux. Euh, et puis, une fois qu'on commence à avoir un peu de communauté, ça intrigue. Ah, Même si c'est encore pas énormément de monde. Ouais. Bah, moi, j'ai une astuce. Alors, moi, indirectement, ça apporte aussi un peu de business. Maintenant, à chaque fois que j'essaie d'avoir des nouveaux clients, ce que je fais et qui marche pas mal, donc ça, c'est un conseil que je vais donner à tout le monde, c'est que je mets toujours, après le test technique, parce que souvent, c'est de développer des petites applications, je fais toujours une vidéo de 2-3 minutes que je filme à l'arrache, hein. Je fais juste, voilà, bah, je vous fais ça, donc je vous montre techniquement à quoi ça ressemble, je montre le code, et je la publie sur ma chaîne en privé. Mais les gens, rien que le fait d'aller sur ta chaîne, de voir ce que tu as fait, ça permet souvent de convaincre les gens. Parce que ça crée de la confiance. Je sais pas si tu as déjà fait ça ou pas. Je pense que j'avais une mission justement sur Malte, une petite mission où j'avais envoyé des liens pour leur montrer, voilà, je connais ces thèmes-là. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, donc vous pouvez voir. Et c'est clair que ça pèse dans la balance. Donc, on va arriver aux questions un peu de fin de vidéo. Donc, si tu avais une ressource à nous conseiller, que ce soit un livre, un blog, une autre chaîne YouTube, tu nous conseillerais quoi exactement? Il faut en choisir un seul. Non, tu peux en choisir autant que tu veux. Ok. Euh, pour que ça soit dans le thème de notre échange là, je dirais peut-être le livre Tribes, qui est, euh, qui est un livre que j'ai lu et qui m'a aidé à trouver des pistes pour développer la chaîne YouTube et à développer une communauté. Il y a plein de choses que j'ai pas encore faites parce que je j'en suis pas à ce stade-là. C'est Tribe, alors c'est en français c'est Tribu de Steph Godin. C'est de lui, et oui, ça doit être Tribu. Oui. Ouais, les livres en général, je les lis en anglais, et du coup, ouais, c'est ça. Ah, j'adore ce bouquin. On pourrait faire un Ah, live tu l'as lu là-dessus, rien que aussi? sur ce livre. Et après, j'essaie de réfléchir au livre que j'ai et lequel aurait le plus de sens. Hmm, Je, je lis souvent des livres liés à l'entrepreneuriat, aux startups, donc ça n'a pas forcément du. Enfin, c'est pas intéressant pour tout le monde. Non, mais Je lis si plein de t'en as choses pour trouver un le bon. à nous conseiller, Je pense que j'ai beaucoup aimé Inspired. Donc, je sais pas si la traduction du livre est sortie sous le nom Inspiré. hmm. Alors celui-là, je pense que je ne l'ai pas lu. Donc Ok, ça parle de quoi? c'est autour du product design. Donc, c'est comment mettre en place, enfin, créer un produit et s'assurer que le produit qu'on est en train de créer a du sens, qu'il a de l'attraction, que, que le produit, on ne le définisse pas en faisant des specs pendant un an et on le fait, mais petit à petit, on le fait évoluer jusqu'à trouver les bonnes idées et les choses qui plaisent au public. Et c'est comme ça que la plupart des startups travaillent maintenant. Oui, c'est un peu comme comment il s'appelle ce livre, la Bible des start-upers. The Lean Startup, peut-être. Lean Startup, ouais. Hmm. C'est dans le même style, hein. J'en ai lu pas mal de livres comme ça et c'est vrai que ça fait beaucoup de pages pour beaucoup d'idées qui s'entremêlent. Hmm.
Ah, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode, parce que je pense que gérer une chaîne YouTube, c'est aussi un peu lean startup, c'est que tu fais une vidéo, tu améliores, tu regardes ce qui marche, et ainsi de suite. Exactement, et c'est comme ça qu'on fait grandir nos chaînes. Mm. Et une autre question, si je devais inviter quelqu'un, tu me conseillerais d'inviter qui? Je sais pas si tu l'as déjà eu, mais Benjamin Code. Alors j'aimerais bien, je lance l'invitation. Et la dernière question, et c'est la plus facile, donc si on veut suivre toutes tes aventures, où est-ce qu'on te retrouve? Le plus simple, c'est sur YouTube avec ma chaîne Wawa Sensei. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode, et si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le tout de suite.